Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers collègues, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord, avant que ce soit le professeur Dumont qui parle du prix, présenter brièvement la Fondation d'Autrebande qui a été créée en 1970 à partir d'un lait qu'avait laissé le professeur Lucien d'Autrebande, qui était professeur de pharmacologie à l'Université de Liège et qui étudiait principalement le problème de la pharmacologie et de la physiologie pulmonaire et notamment des aérosols. Et si on reprend la lecture de Cornel Heymans lors du prix Nobel, de la remise du prix Nobel, on peut réaliser le fait que d'Autrebande a joué un rôle important dans les découvertes réalisées par le professeur Heymans. Ce prix est d'abord un prix international qui a été attribué, c'est un prix triennal qui a été attribué 14 fois depuis sa fondation, et les lauréats ou paires de lauréats sont issus de Belgique, il y en a 4, des USA, mais je n'ai pas compté celui d'aujourd'hui, mais enfin il y en aura donc 5. Il y en a 3 des USA, 3 de France, 1 d'Allemagne, 1 du Royaume-Uni, 1 de Hollande et 1 de Suisse. Et la diapositive suivante, donc ici reprend la liste des lauréats et je voudrais simplement signaler que le dernier, Reich, a reçu le prix, le prix le plus important qu'on donne en Belgique au point de vue international, le prix Bailly-Latour la dernière fois. Et que d'autre part, Jean-Louis Casanova l'a aussi reçu il y a quelques années, et c'est sur la base dont le prix d'Autrebande est intervenu dans les jugements qu'on a portés sur Casanova pour lui attribuer un centre de recherche à New York, à la Rockefeller University. Il fait d'ailleurs la navette entre Paris et New York. Et si on remonte un peu dans le temps, on constate que Gage Doucet, qui a reçu le prix en 1976, a également reçu le prix Nobel. Donc il y a un grand sérieux dans l'attribution du prix, et je suis désolé. Et je signalerai simplement que Kosterlitz est maintenant réellement considéré comme le grand découvreur des morphinoïdes endogènes. La fondation a été présidée de 1970 à 2000 par Jean Stalport, puis par Paul Sadou de 2000 à 2003. Et depuis 2003, elle est présidée par moi-même, et les autres membres du jury sont Jacques Dumont, Joseph Martial, Remy Sadoul et André Denis, et c'est Jacques Dumont qui présentera le prix. Je voudrais signaler que le jury du prix qui va être présenté par M. Dumont comprenait 5 Français, 5 Belges et un Allemand, et que parmi les Français, je signalerai Jean-François Bach, qui est secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences à Paris, et parmi les membres belges, il y avait le professeur de Barcy, le professeur Dumont, le professeur Fix, le professeur Foidard et le professeur Martial. Et donc, j'avais dit que je serais bref, je cède la parole à Jacques Dumont. Chers collègues, c'est un plaisir de présenter ce prix. Je vais commencer par une remarque. Notre corps contient 10 trillions de cellules, notre tube digestif en contient autant. C'est un peu étonnant, c'est qu'il a fallu attendre ces dernières années pour se rendre compte de l'importance de ces 10 trillions de bactéries. Alors c'est un domaine qui est en pleine explosion, et ce qui me fait fort plaisir, c'est que dans les créateurs de ce domaine, les 3 ou 4 groupes comptent, et l'un de ces groupes, c'est le groupe qui reçoit ce prix aujourd'hui, et qui est francophone belge. Donc ça me fait fort plaisir. Une autre chose qui me fait plaisir, c'est que c'est le résultat d'une collaboration interdisciplinaire
Et l'équipe constituée par Mme Nelsen et M. Cani me fait fort penser, en toute modestie, à l'équipe que j'ai constituée avec Gilbert Vassar. Au fond, dans le domaine thyroïdien, j'avais amené les problèmes cliniques, les problèmes de biologie cellulaire, etc., etc. Et la conjonction avec Vassar, qui a amené toute sa connaissance de la biologie moléculaire, a fait progresser très fort le sujet. Et disons, je me compare à Mme Nelsen, je suis moins beau, mais... Et je compare M. Vassar à M. Cani. Enfin, le dernier point, je crois que développer le sujet, ils vont le faire, mais ce qui est intéressant à dire, qu'ils ne diront peut-être pas, c'est que ce développement conduit à des applications cliniques, diagnostiques et thérapeutiques. Et donc, il y a de grands espoirs dans ce domaine, et que ce sont des espoirs intéressants parce que jouer sur les bactéries du tube digestif est plus facile que des chimiothérapies extrêmement compliquées, etc. Donc, je les félicite chaleureusement. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers collègues, Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion en fait que je prends la parole aujourd'hui pour remercier l'Académie de nous avoir attribué ce prix de la Fondation Lucien d'Outrebank. Alors ce prix, ça va nous donner des ailes, très certainement, mais je veux vous rassurer, chers collègues, nous garderons les pieds sur terre pour vraiment tâcher de mener à bien la barque qui nous est confiée de chercheurs qui nous suivent dans cette belle aventure. Alors, si l'on regarde finalement la manière dont on peut visualiser et contextualiser notre recherche, nous nous concentrons, comme l'a dit le professeur Dumont, sur 100 000 milliards de bactéries, c'est-à-dire un écosystème que nous abritons dans notre intestin. Et puisque c'est un prix de physiopathologie, je tiens à mentionner que notre domaine de recherche, qui en fait date de plus de 20 ans, concerne une partie très particulière de la physiopathologie qui est l'implication de la nutrition pour la santé. Alors quel est ce lien qui existe entre ces 100 000 milliards de bactéries que l'on appelle le microbiote et la nutrition, et dans quelle mesure cela peut effectivement mener à des découvertes qui peuvent être importantes en physiopathologie. Alors cette représentation schématique en fait vous montre qu'au jour d'aujourd'hui, et ça n'est pas lié à nos travaux, mais à des découvertes et à la mise en place en fait du séquençage du génome bactérien, on peut s'intéresser à nouveau et d'une autre manière à ce microbiote intestinal, et on peut mettre en évidence que des changements de composition du microbiote intestinal, que l'on appelle des dysbioses, sont associés au décours de très nombreuses pathologies. Alors, très modestement, dans notre laboratoire, nous avons donc, il y a plus de 20 ans, travaillé sur des constituants de l'alimentation qui, curieusement, ne sont pas digérés, mais qui sont fermentés par certaines bactéries intestinales, et cela a donné naissance au concept de prébiotiques, c'est-à-dire des nutriments capables de moduler, de modifier ce microbiote intestinal. Et le contexte physiopathologique ou les contextes physiopathologiques dans lesquels nous avons travaillé sont ceux qui sont représentés par des flèches ici. Nous avons pas mal travaillé sur l'obésité, le cortège des pathologies qui y sont associées, mais je vais vous montrer également qu'il y a d'autres contextes dans lesquels nous nous intéressons au microbiote également. Alors, notre travail, c'est en fait d'essayer d'élucider par quel mécanisme les métabolites qui sont produits par le microbiote intestinal, ou bien des constituants de ces bactéries, peuvent interagir avec l'hôte à distance. Nous sommes principalement intéressés de comprendre comment des changements microbiens peuvent jouer un rôle, par exemple, sur le développement du tissu adipeux, la fonction musculaire, Laure Bindel vous en a parlé un peu, mais également le cerveau ou le foie, par exemple. Dans quelle mesure les métabolites qui sont produits peuvent-ils interagir à distance sur les cellules qui constituent ces organes, et dans un autre sens également, comment des pathologies qui touchent ces organes peuvent à leur tour moduler le microbiote intestinal. Dans le laboratoire, nous avons, au cours de ces dernières années, développé pas mal de modèles de déséquilibre alimentaire qui sont, hélas, des déséquilibres que l'on retrouve dans notre société, à savoir des modèles d'excédent d'apport en certains nutriments, excédent d'apport en lipides, en sucre, en alcool par exemple, mais également des modèles dans lesquels on crée des carences nutritionnelles, des carences alimentaires, avec un manque notamment en fibres alimentaires de type prébiotique, des phénomènes de malnutrition
malnutrition ou de dénutrition, ou encore des carences en certains nutriments comme les acides gras polyinsaturés. Alors ces modèles nous ont permis de mettre en évidence des points communs entre tous ces déséquilibres nutritionnels, à savoir que ces déséquilibres menaient pour la plupart à des altérations de la fonction barrière de l'intestin, en touchant en fait les différents types cellulaires présents au sein des muqueuses intestinales, à savoir des altérations des protéines de jonction, des altérations des cellules qui produisent le mucus dans l'intestin, mais également des altérations de certains systèmes métaboliques comme le système endocannabinoïde ou encore la fonction endocrine de l'intestin. Et donc on essaie vraiment de comprendre comment des changements microbiens qui aboutissent à ces altérations de la fonction barrière peuvent avoir des répercussions à distance. Nous citerons collectivement, je vais dire, deux exemples de notre démarche scientifique. Le premier exemple est celui-ci, donc en collaboration avec des psychiatres de Saint-Luc et également des gastro-entérologues, les professeurs Philippe de Timary et Peter Starkel. Nous avons mené en fait des activités de recherche qui vont depuis le patient jusqu'à la découverte d'un potentiel thérapeutique. À savoir que le docteur Philippe de Timary en fait soigne des patients qui sont alcoolodépendants, et ce qui a été mis en évidence, principalement par Sophie Leclerc, mais également par d'autres personnes dans notre équipe, nous avons mis en évidence qu'en fait, chez ces patients qui présentent une dépendance alcoolique, il y a effectivement chez certains d'entre eux une altération de la fonction barrière de l'intestin qui mène à une translocation d'éléments qui proviennent des bactéries, des lipopolysaccharides comme le LPS ou encore des peptidoglycans. Ceci active les cellules immunitaires circulantes et on sait également que cette inflammation de bas grade que l'on voit apparaître ici dans ce contexte peut aller imprimer des modifications au niveau du cerveau et notamment mener à la dépression. Et ce que l'on sait, c'est que dans les populations de patients qui sont alcoolodépendants, on peut en fait scinder la population en deux sous-populations. Ceux qui présentent une dépression plus importante et qui ont donc tendance à revoir même après un traitement, et puis les autres. Eh bien, figurez-vous qu'en analysant le microbiote intestinal de ces patients, nous avons pu clairement mettre en évidence également que la composition du microbiote était différente dans ces deux sous-populations, à savoir que l'on observait chez les gens qui étaient les plus déprimés une chute des bactéries totales, mais également de bactéries à potentiel anti-inflammatoire, Faecalibacterium prausnitzii, ou encore de bifidobactéries. Et on n'observait pas ces changements chez les alcoolodépendants qui n'avaient pas de dépression. On a aussi fait des analyses plus métabolomiques et on peut mettre en évidence aussi que ces altérations vont de pair avec une augmentation de la production de métabolites qui sont toxiques pour la muqueuse intestinale, comme les phénols, et une diminution de la production de métabolites qui sont plutôt protecteurs. Donc on a là peut-être une piste d'investigation qui nous permettrait de pouvoir prendre en charge sélectivement certains patients si l'on arrive à réverser ces phénomènes, et les outils prébiotiques que nous développons nous laissent penser qu'effectivement ce pourrait être une piste thérapeutique. Je cède la parole à mon collègue pour vous expliquer un deuxième contexte qui nous concerne particulièrement au laboratoire. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers collègues, je rejoins Nathalie évidemment et je vous remercie pour cette chance d'être là aujourd'hui, pouvoir vous présenter certains de nos travaux. Et comme Nathalie l'a mentionné, on travaille également dans une situation où la nutrition cette fois-ci a un impact sur le développement notamment de l'obésité, du diabète de type 2. Et j'aimerais résumer ici quelques mécanismes, quelques cibles en fait que nous avons travaillé au laboratoire. La première chose sur ce schéma, vous verrez à gauche une situation d'équilibre lorsque les patients sont en bonne santé, avec un poids corporel normal. À droite, une situation de déséquilibre au cours de laquelle on observe une inflammation de bas grade, une accumulation de graisse, mais également, par exemple, une stéatose hépatique. Un des mécanismes qu'on a pu mettre en évidence, reliant le microbiote intestinal, est en fait une altération de la fonction barrière de l'intestin, comme Nathalie l'a mentionné, mais plus spécifiquement à différents niveaux. Par exemple, une diminution de la couche de mucus, qui est une véritable barrière physique, maintenant les bactéries à distance de l'épithélium. Un deuxième mécanisme concerne l'altération des jonctions serrées qui maintiennent les cellules ensemble, entraînant de ce fait le passage de lipopolysaccharides, et on a pu démontrer que c'était un facteur causal
dans le déclenchement des désordres métaboliques associés à l'obésité, comme l'insulinorésistance ou l'inflammation, et des données également chez l'homme montrent cette association maintenant. Outre la composition du microbiote intestinal qui est différent, il y a différents types d'aspects moléculaires et mécanistiques qu'on a pu mettre à jour ici. Les premiers sont par exemple le fait qu'en utilisant les prébiotiques, c'est-à-dire ces fameuses molécules qui modifient la composition du microbiote, eh bien on arrive à renforcer la fonction barrière de l'intestin. Non seulement en jouant sur ces jonctions serrées, mais les mécanismes qui sont mis en avant concernent en fait des métabolites produits par les bactéries qui, en augmentant la production de certaines hormones entéro-endocrines, notamment le GLP-1 et le GLP-2, vont ensuite renforcer cette barrière ou, pour le GLP-1, améliorer la sensibilité à l'insuline. Voici un exemple montrant comment des bactéries dialoguent véritablement avec nos propres cellules par l'intermédiaire de métabolites et d'autres métabolites, plutôt des hormones devrais-je dire, qui, cette fois-ci produites par l'autre, vont renforcer la barrière. Un mécanisme également que nous avons mis en évidence concerne des lipides bioactifs de la famille des endocannabinoïdes qui peuvent également contribuer au maintien de cette barrière, mais qui régulent également l'immunité, qui régulent également le développement du tissu adipeux et donc qui peuvent, en étant produits au niveau de l'intestin, agir à distance sur le tissu adipeux, sur le cerveau notamment, pour le comportement alimentaire. Enfin, on a récemment démontré que certains récepteurs et molécules associées à l'immunité innée pouvaient contribuer à ce dialogue entre les cellules épithéliales de l'intestin et le microbiote et finalement réguler le développement soit de la dépense énergétique en faveur d'une dépense énergétique et donc une diminution du tissu adipeux, ou à l'inverse, lorsque ce système est altéré, lié au développement de l'accumulation de graisse notamment. Alors ces recherches, on les a menées au laboratoire, je dirais, de la paillasse jusqu'au chevet du patient. Et voici un exemple concret. On est en train de réaliser actuellement une étude en collaboration avec les cliniques universitaires Saint-Luc et l'ensemble des cliniciens qui sont listés ici nous aident vraiment à la réalisation de ce travail, et je les remercie de tout cœur. Un travail ici qui mène en fait la découverte d'une bactérie qui s'appelle Akkermansia de l'animal jusqu'à l'homme. Et donc pour la première fois, on arrive à tester l'impact de cette bactérie, notamment d'un point de vue sécurité, safety, mais également en termes d'efficacité. Et tout ceci est un exemple véritable de recherche fondamentale vers une application chez l'homme. Mais on a d'autres études dont Nathalie n'a pas parlé non plus, mais qui s'appellent Food for Gut. C'est une étude en fait qui nous permet, en l'occurrence, d'étudier cette fois-ci des constituants de l'alimentation, les fameux prébiotiques, présents en tant que tels dans l'aliment. Et on étudie, et c'est Nathalie qui dirige cette étude, l'impact de ces nutriments sur l'obésité et le diabète de type 2, avec toute une série de mécanismes de facteurs que je vous ai présentés juste avant. Donc voilà deux exemples d'études cliniques, en l'occurrence associées à l'obésité, menant soit une bactérie jusqu'à l'homme, soit les constituants alimentaires qu'on a travaillés jusqu'à l'homme également. Et l'avenir nous dira s'il y a un espoir potentiellement thérapeutique, évidemment. Donc, on espère vous avoir convaincu que sur ces quelques diapositives, notre but, c'est évidemment de mieux comprendre la physiopathologie associée à tous ces désordres métaboliques, mais aussi, on l'espère, de proposer un jour des potentielles solutions thérapeutiques pour arriver à rééquilibrer peut-être le microbiote intestinal et en l'occurrence pour diminuer, voire contrer le développement de certaines maladies. Alors, on remercie l'ensemble de l'équipe parce qu'on est tous les deux là en train de présenter nos travaux, mais c'est d'abord un travail d'équipe et sans cette équipe, il n'y aurait jamais eu de possibilité de réalisation de l'ensemble de ces expériences et également l'ensemble des supports financiers, que ce soit le Fonds Baillet-Latour, le WellBio, la région Wallonne, l'Europe, l'UCL évidemment, le FNRS, d'autres projets européens comme le My New Gut ou encore projet d'excellence de la région Wallonne, le Food for Gut. Voilà, je vous remercie pour votre attention.